Voici le plus grand site français de téléchargement illégal, YGG Torrent. Malgré toutes les tentatives de l'Arcom pour le fermer, ça fait 9 ans qu'il alimente des millions de pirates, impunément. Jusqu'à ce qu'une nuit, un hacker, pas content de la dernière mise à jour, décide de le faire tomber. Mais une fois parvenu jusqu'au serveur, il va tomber sur quelque chose d'inattendu. Derrière le site qui se présentait comme une communauté de passionnés, se cache en fait un empire financier. Potentiellement 10 millions de bénéfices par an, blanchis via un circuit digne d'un cartel. Aujourd'hui, on vous raconte tout. Comment il a trouvé la faille dans l'infrastructure grâce à une simple icône, ce qu'il a vraiment déniché à l'intérieur et qui a fait beaucoup de bruit, et pourquoi la scène française de téléchargement est loin d'être morte. Mais juste avant de continuer, j'ai un message pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'automatisation. Notre partenaire Hostinger propose des VPS avec N8N ou OpenClaw de préinstaller en un clic. Pour ceux qui ne connaissent pas, N8N c'est l'outil open source pour automatiser à peu près n'importe quoi, et OpenClaw c'est l'assistant du futur dont vous avez peut-être entendu parler. Et là où c'est intéressant, c'est que sur un VPS, il n'y a pas de quota ou d'abonnement cloud qui pourrait exploser assez vite. D'autant que si vous n'êtes pas fan de la ligne de commande, il y a leur assistant Kodi intégré qui peut tout paramétrer pour vous. Je vous conseille le KVM2 à 7,99€ par mois sur 24 mois, c'est globalement imbattable. Et avec le code underscore, vous aurez une petite réduction supplémentaire. Je vous laisse ça avec une vidéo d'initiation à N8N et tous mes conseils que je vous ai faits. Et on reprend. Je suis hyper curieux d'avoir, je sais pas à quel point tu en as, mais un peu de contexte sur en fait d'où ça vient ce site. Puis le moment où tout part en couille, quoi. Globalement, en fait, il y a plein de sites de téléchargement illégaux qui existent, et souvent, soit ils se font fermer par les autorités, soit les gens qui administrent le site finissent par arrêter ou partir avec la caisse, ça arrive. Et en fait, c'est un peu une industrie où quand il y en a un qui meurt, il y en a 3 qui renaissent. Et donc à l'époque, c'était T411, et plus récemment, il y a 9 ans, c'est YGG. Alors que moi, je me suis un peu séparé de cet univers qu'on appelle du coup l'univers Warez, donc de téléchargement illégal. Et donc c'est des sites où on peut télécharger vraiment tout et n'importe quoi, des films, des logiciels, des jeux vidéo. Et YGG, c'est le site de référence francophone. C'est même un top 35 des sites les plus visités en France. C'est dingue. Ce qui est quand même énorme. Et c'est tout simplement le plus gros tracker, comme on dit, donc le plus gros site de téléchargement illégal en France. Et peut-être que les gens qui avaient l'habitude d'aller sur ce site se sont rendus compte, il y a quelques semaines, que ça marchait plus. Le 3 mars, pour être exact. Qu'est-ce qui s'est passé ? En soirée, YGG a disparu. Et ce n'est pas une action des autorités, c'est l'action d'une seule personne qui se fait appeler Grolum, en référence au jeu Dofus. En fait, il était accompagné de 2 potes à lui qui l'ont un peu aidé, mais il était globalement tout seul dans sa quête. Et en fait, il a piraté le site et publié quasiment tout son contenu, mais pas uniquement le contenu qu'on télécharge sur ce site, toutes les bases de données utilisateurs, tous les gens qui utilisent ce site. Donc c'est des trackers, ils font un compte utilisateur pour pouvoir l'utiliser. Ça, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais voilà, il y a des sites où tout le monde peut télécharger, comme The Pirate Bay, ouvert. Et il y a des sites où il faut s'inscrire dessus et faire partie de la communauté, de la famille du site de téléchargement illégal. Et ça permet de contrôler un peu plus le contenu, d'éviter qu'il y ait des fuites, qu'il y ait des gens des forces de l'ordre qui soient dedans, par exemple. Il y a une minimum de vérifications qui sont faites, même si... Oui, dans les faits. Dans les faits. Est-ce que ça marche vraiment ? Et alors, pour donner un petit peu de contexte sur YGG à ce moment-là, au 3 mars 2025, en fait, quelques mois auparavant, ils ont mis en place le Turbo Mode sur YGG. Le Turbo Mode, c'était un nouvel abonnement payant pour pouvoir télécharger sans limite, à 15€ par mois, ou à 85€ à vie. Je pense que c'est pas du tout évident. Non. Pour les gens que en fait, le téléchargement illégal, c'est payant. J'aurais tendance à penser que c'était justement gratuit. Enfin, que les gens qui vont sur ce genre de site-là, ils veulent un contenu qui est gratuit, mais apparemment, c'est pas le cas. Non, mais t'as toujours des offres gratuites. Ouais. Mais il y a de plus en plus de limites. Et donc, ça limitait les comptes gratuits à 5 téléchargements par jour, avec une attente de 30 secondes à chaque fois. Et ça faisait partie des petites modifications du site qui commençaient à énerver beaucoup les communautés, parce qu'en fait, il y a certes les administrateurs du site, donc qui payent notamment l'hébergement, qui peut coûter
cher pour ce genre de site, mais qui aussi engrange beaucoup de profits. Et puis, en fait, derrière, il y a plein de bénévoles. Donc, c'est-à-dire, justement, les teams qui vont uploader les contenus piratés, les gens qui vont modérer les contenus, parce qu'il faut un peu de modération, parce que, en fait, comme dans tout business, tout ça se régule. Okay. Et donc, en fait, c'est plein de gens qui sont bénévoles ou quasi bénévoles. Parfois, ils sont payés en crédit pour pouvoir à utiliser sur le site. Mais donc, du coup, en fait, ils se prennent ces nouvelles règles, un peu venant des administrateurs dans leur tour d'ivoire. Et en fait, ça commence à énerver les gens de plus en plus. Et donc, il y a un mécontentement de la communauté. Notamment, il y a une team, par exemple, la team QTZ. Donc, c'est une team qui va uploader des fichiers partagés sur le site YGG. Ils en étaient à 3300 fichiers partagés. Donc, c'est une grosse team. Eux, ils sont pas contents. Et donc, du coup, ils vont le faire savoir. Et donc, du coup, ils vont être bannis par les administrateurs de YGG. Donc, voilà. Il y a un climat comme ça de mécontentement, un peu de manifestation en ligne. Et certains disent que ça commence à sentir le fait que les administrateurs pourraient peut-être faire un exit scam dans les semaines à venir, c'est-à-dire de fermer le site et partir avec la caisse de tous les paiements qu'ils ont engrangés depuis 9 ans maintenant. Donc le climat de base est pas fou. Le climat de base est pas fou. Jusqu'à cette journée. Et en fait, tout repose sur un favicon. Un favicon, c'est le logo du site qu'il y a en haut de la barre d'adresse. Et en fait, il prend ce favicon, c'est la première étape qu'il fait, il prend ce favicon et il détermine son hash. Le hash du favicon, donc c'est un identifiant unique. Et il le donne à Shodan. Shodan, c'est un site qui, on va dire, cartographie tous les domaines et toutes les adresses IP du web dans le monde. Et donc, en fait, il demande à Shodan, est-ce que ce hash-là, de mon favicon de YGG, tu le retrouves ailleurs que sur le site de YGG accessible à tous? Et en fait, quand il recherche ce hash, il va trouver un autre serveur, mais pas connu, pas celui qu'on connaît, celui qui permet d'accéder à la plateforme. Alors, en fait, c'est un serveur de pré-prod, c'est un peu un serveur caché, sauf que Shodan, lui, il le voit. Donc, ok, il a un serveur qu'il connaît pas, il se dit, tiens, je vais fouiller. Donc voilà, il fait un scan des ports, un Nmap, ça parlera à certains. Et donc là, il voit qu'il y a sur le serveur 13 ports ouverts. Donc c'est un peu les 13 façons potentielles de rentrer sur ce serveur. Et puis il n'y a pas de firewall déjà, donc il est un peu content. Et il va s'intéresser à un port, le port 443. Et en fait, sur ce port, il arrive à lister tout ce qu'il y a dans le répertoire. Comment il liste le système de fichiers? Comment il arrive à juste les lire? C'est accessible sur le port, en clair. Exposé? Et c'est exposé. Pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Pas mal. Donc, par exemple, il voit qu'il y a un projet de développement de la future API officielle de YGG. Donc, il dit, ah tiens, ok, c'est un projet en développement. Je suis content de savoir qu'il existe. Et puis, dans ce répertoire, donc là, vraiment, il a accès à des fichiers. Il y a un fichier .env. Et sur ce .env, il va faire une première découverte incroyable à ce stade. C'est qu'en fait, il a un accès root, donc c'est-à-dire qu'il a un accès avec tous les droits, sans mot de passe. Et en plus, il y a des clés privées en clair que vous pouvez voir à l'écran, qui évidemment ne devraient pas se trouver là. Ensuite, sur un autre port, le 9306, il s'aperçoit qu'il peut lire une base de données. Et donc pareil, il va trouver des fichiers texte, et notamment en fait, c'est un fichier de configuration d'un serveur Windows qui, normalement, on le supprime une fois qu'on a setup le serveur. Et là, il n'a pas été supprimé. Et en fait, sur ce fichier, il y a un mot de passe admin qui est visible sur le fichier, quoi. Vraiment, il le prend et il le copie, quoi. Et c'est un mot de passe de quoi? C'est le mot de passe un admin du serveur, pré-prod. Ah oui. De pré-prod. Là, pour l'instant, on touche pas du tout à la base de données YGG. C'est un serveur complètement différent. Donc, qui va s'arrêter maintenant parce que le mot de passe du serveur pré-prod, c'est le même que le mot de passe du serveur prod. Il l'a essayé. Okay. Et en fait, après, derrière, il va s'apercevoir que ce serveur, en fait, il est un peu utilisé comme un ordinateur par un des administrateurs. Donc, en fait, c'est un Windows. Le serveur qui héberge le site numéro 31 de France est aussi utilisé comme ordinateur personnel. Non, mais ils avaient des pratiques de sécurité pas ouf. Et en fait, il va faire des trucs très très simples, mais vraiment, ce qui est fou dans ce hack, c'est que tout est compréhensible, quoi. Et en fait, il est allé sur Chrome. Sur Chrome, il est allé dans le coffre-fort des mots de passe, qui est accessible en clair sur Chrome. Il a repéré qu'il y avait FileZilla. Donc c'est un logiciel pour gérer des serveurs FTP. Donc c'est globalement pour faire des copies de fichiers, si je peux le faire très simple. Et sauf qu'en fait, t'ouvres FileZilla, et en fait, qu'est-ce que t'as sur FileZilla? T'as déjà la liste des serveurs qui sont paramétrés, et en plus, il y a déjà dedans le user mot de passe. Oui, c'est un logiciel que
pour accéder à des serveurs. Que utilisaient, on va mettre un peu ça au passé quand même, les développeurs pour accéder à leurs différents serveurs qui hébergent le code de leur site. Donc typiquement, normalement, t'es sur ta machine en local, t'as fait une modification sur ton site web, et ben tu l'envoies via ce logiciel à différents serveurs. Exactement. Ce logiciel a une fonction qui permet de garder en mémoire, en gros, les mots de passe des serveurs que tu accèdes. Ouais, exactement. Et en fait, il avait accès à un serveur. En fait, maintenant, il a accès à tous les serveurs. Et tout ça en partant d'un favicon. Et donc là, vraiment, il va aspirer l'intégralité. C'est 4 serveurs, 7 bases de données, 6,6 millions de comptes utilisateurs, 13 processeurs de paiement, 15 wallets crypto, tout ça pour 19 gigas de données. Et en fait, Grolum, il publie sur son site, à lui, le fait qu'il a hacké YGG. Et qu'il a complètement aspiré le site et a publié une archive disponible à toutes que vous pouvez télécharger et qui fait 11 gigas. En enlevant quelques données, donc il va quand même enlever les adresses IP de connexion des utilisateurs, leur mail, leur empreinte de mot de passe, parce qu'il n'a pas envie de leak 6,6 millions d'utilisateurs. D'ailleurs, il met un petit mot pour l'Arcom dans son site. Ah oui, il dit désolé l'Arcom, je ne mets pas les adresses voilà. Mais il fait comprendre qu'il les a. Donc ça, il publie pas, mais en fait, il publie tout le reste. Et en fait, il va faire toute une liste de ce qui ne va pas en fait dans ce site et pourquoi c'est de la merde globalement, si je peux simplifier. Donc sur ce qu'il publie dans cette archive de 11 gigas, déjà il y a des logs de transactions bancaires. Donc c'est pas les cartes bancaires en soi, mais c'est-à-dire que quand il y avait un paiement, le paiement transitait par un serveur de YGG avant d'aller au processeur de paiement. Ce qui est une pratique un peu bizarre. C'est pas fou de faire ça. Évidemment, il publie tout le code source du site, donc il y en a qui vont s'amuser à analyser des comportements un petit peu bizarres en fonction des utilisateurs. Par exemple. Le seul exemple que j'ai, c'est si un utilisateur est, je crois, maghrébin, et ben en fait, on lui propose pas de contenu porno. Donc et en fait, c'est plein de trucs que tu vois dans le code source comme ça. Mais en fait, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font cette boucle for ou ce if? Et donc plein de petits trucs comme ça. Celui-là, c'est le principal que j'ai vu qui est un petit peu marrant. Donc tout le code source, évidemment, les millions d'utilisateurs leur compte sans leur IP de connexion et les mails. Le problème, c'est qu'ils laissent les pseudos. Et donc du coup, en fait, quand t'as les pseudos, pas vraiment anonyme, t'as les âges et t'as tous les historiques de téléchargement des comptes utilisateurs. En fait, tu peux faire des corrélations. Et donc il dira dans une interview plus tard que il s'est fail, il a laissé passer les pseudos. Voilà. Il y a aussi, il publie des choses internes à YGG, donc l'organigramme avec, il identifie 2 admins principales de YGG qui sont Oracle et Destroy, donc c'est des pseudos. Il les identifie en mode, il donne pas leur nom, il dit que Oracle est situé au Maroc, donc il fait une petite enquête sur Oracle et surtout. Ce qui est super intéressant, c'est que il a des preuves techniques de pratique sur le site YGG très très étranges. Typiquement, il dit qu'il y a des empreintes de mots de passe qui sont stockées en MD5. C'est quoi MD5? C'est un hash pour stocker les mots de passe. Le problème, c'est qu'il est complètement obsolète et qu'il se déchiffre en quelques secondes aujourd'hui. Donc c'est une grosse faille de sécurité de faire ça. Lui, il assure qu'il y a ça. Et puis il y a des fichiers un petit peu étranges. Le fichier sécurité.php, c'est lui qui fait transiter les logs de connexion de cartes bancaires avant de les transmettre au processeur de paiement. Et le dernier, c'est un script qui est un peu déguisé en gestionnaire d'images. Donc c'est Image Carousel Manager. Donc on pourrait croire que ouais, le truc est fait pour être un scred, quoi. Et en fait, il s'exécute dans le navigateur de chaque visiteur du site et il scanne la présence de portefeuilles de crypto-monnaies dans le navigateur. Genre les MetaMask, etc. Pourquoi il fait ça? Bon, c'est pas. C'est gratuit. C'est une donnée qui peut stocker sur un utilisateur et on sait s'il a des portefeuilles crypto ou pas. En tout cas, les admins le savent s'ils le veulent. En fait, si tu t'arrêtes juste sur cette info, pourquoi tu peux avoir besoin d'une base de données avec les noms des gens, leur adresse email, leur adresse IP, et leur comportement, si ils téléchargent, et s'ils ont oui ou non des wallets crypto. Il n'y a aucune bonne réponse. Il n'y a aucune bonne raison de le faire. Ouais, c'est chaud. Il déclare aussi, parce que c'est pas fini sur les révélations, il fait tout un tas de révélations, que le site aurait fait, tenez-vous bien, 10 millions de bénéfices / chiffre d'affaires, mais étant donné que c'est pas déclaré bénéfices, en 2024 et 2025, donc 5 millions par an, et qu'il estime les frais de serveur à 500 000 euros. Donc
Oracle et Destroy, si c'est vrai, ça gagne quoi. Ils se mettent bien. Donc du coup, il y a tout cet argent. Il identifie même un système de blanchiment d'argent. En gros, il utilise 36 domaines proxy. Les paiements, ils utilisent des dizaines de faux sites e-commerce. Ensuite, ils arrivent soit sur PayPal, soit sur Stripe, sous l'apparence d'achat de t-shirts. Quand toi tu payes, Stripe, de son point de vue, pense que tu viens d'acheter un t-shirt en fait. Ouais. C'est ça. Exactement. Et en gros, ils sont convertis en crypto via une plateforme qui s'appelle paygate.to et d'autres d'ailleurs, et d'autres processeurs de paiement. Et une fois qu'ils ont en crypto, après, ils font appel à un mélangeur de crypto, donc dans ce cas-là, Tornado Cash, pour sortir du Monero, qui est une crypto-monnaie vraiment utilisée Pour de l'anonymat. pour de l'anonymat, j'allais dire pour les cybercriminels, pas que, mais vraiment pour de l'anonymat, qui permet en fait de couper la traçabilité des cryptos. Alors, en vrai, pas tout à fait Donc ils font un mélange pour obtenir à la fin pour pas qu'il y ait une adresse Monero, crypto en entrée, une adresse crypto en sortie. En fait, il y en aura plein. C'est dingue. Donc, En vrai, la police est quand même aujourd'hui en capacité de tracer parfois, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et ensuite, ils sont retirés dans des wallets anonymes. Et donc ça, c'est tout le circuit de blanchiment d'argent. oui, en fait, ce qui est fascinant, je trouve, c'est de voir le niveau de professionnalisme sur la partie blanchiment. Ouais. Oui, mais et de laisser Et la sécurité du serveur en face. Ouais, J'allais directement chose. C'est marrant, les mecs, c'est des cadors du finance, Bitcoin et tout, mais pour la sécurité, on repassera quoi. Et enfin, il a découvert qu'ils dédossent leurs concurrents. C'est vrai. Mais alors attends, En vrai, on parlait de choses organiques, mais en fait, voilà. c'est pas du tout ça. Et donc il y avait un C'est la système de DDoS, qui est bien identifié à, je sais plus, 50 requêtes sur du 2 minutes et qui reboule comme ça, qui relance de temps en temps. Enfin, c'est incroyable. Donc c'est vraiment la guerre en mode, moi je veux gagner, je veux être le premier tracker de. Mais quand tu de vois le téléchargement profit potentiel, illégal. en fait, tu comprends qu'il y a peut-être que ça vaut le coup. Donc ça, c'est ce qui s'est passé avec Groloom. Alors évidemment, la team d'YGG a réagi. Alors potentiellement, ils auraient peut-être mieux fait de rien dire, mais globalement, ils ont dit que non, c'était du mensonge, qu'on n'a pas stocké vos cartes bancaires, ce qui, ça pour le coup, est vrai, et que on revient dans 12 jours avec une surprise, avec un petit compteur qui s'affiche à l'écran, qui est mis à jour le lendemain, avec le message que je vais vous lire parce qu'il est exceptionnel. Le paysage du divertissement a changé. L'offre légale s'est considérablement améliorée, avec une liste en dessous de sites auxquels s'abonner, et donc il y a Canal+, il y a Netflix, il y a Arte, il y a France TV, et c'est exceptionnel de voir se dire, voilà, maintenant il y a une offre, allez payer vers ces sites. C'est incroyable. PS, on vend le nom de domaine, mais pas pour des activités illégales. Ah oui. Donc à ce moment-là, ils se sont fait entièrement poutrer. Ah mais il y a plus rien, il y a plus de site. Ils décident instantanément. Le lendemain, ou le surlendemain. À la base, en fait, ils voulaient reconstruire le site. Le site dans 10 jours. Et le recoder en Django, le langage Django, ils avaient annoncé ça. Ils s'étaient donné 12 jours. Et en fait, le lendemain, ils ont dit, vas-y, c'est ciao. Je pense que c'est une question que plein de gens posaient, c'est pas parce que tu t'es fait pirater et que ton site il est down pendant une journée que tu peux pas le remonter. Enfin, tu prends les données, tu les... Mais si ça se trouve dans leur cas, vu comment ça avait l'air le bordel, ça se trouve, en fait, ils avaient pas de DB de backup, ils avaient rien. Ah, c'est possible, hein. C'est possible. Franchement. Et en fait, juste, ils étaient à poil, quoi. Ou alors, ils ont saisi l'occasion de. Ou alors, c'était le moment de partir. C'est le moment de partir. Mais quelques semaines après, nous avons des nouvelles des admins d'YGG et qui disent qu'ils ont trouvé qui était derrière cette fuite, qui était derrière Groloom. Ok. Et ils publient un site. Ils se vengent, quoi. Ils se vengent et ils publient un site, growleak.fun. C'est toujours beaucoup d'imagination. Et en fait, sur ce blog post, ils vont dire que en fait, ils ont reçu un mail la veille du 3 mars, donc le 2 mars, ils ont reçu en mail un chantage au leak. C'est-à-dire, j'ai dumpé tout votre site, donnez-moi $100 000 et je ne le publie pas. Donc ils révèlent ça. C'est à ce moment-là qu'ils se disent qu'eux, ils vont essayer de réécrire le site en Django. Ils révèlent aussi que Groloom, après le leak, il continue d'attaquer le site. Et il va faire un move qui, s'il s'avère vrai, est un move de génie. En fait, ils disent que Groloom, il va faire une réclamation à Cloudflare en disant « Non, mais en fait, ce serveur, c'est un serveur C2. » Donc un serveur C2, c'est un serveur d'attaque, par exemple, pour
lancer un ransomware. En gros, il diffuse du malware, quoi. Il diffuse un ransomware, il diffuse du malware. Il faut le don. Et il envoie lui-même un ransomware qu'il a codé, qu'il a envoyé aux antivirus. Gros loom. Il le met sur leur site maintenant qu'il a le contrôle. Oui, exactement, il a le contrôle du site. Donc c'est-à-dire qu'il fait son petit ransomware. Alors j'ai pas bien compris s'il dit ils disent qu'ils l'ont fait. J'imagine peut-être qu'il en a récupéré un. Il l'envoie aux antivirus, il le met sur le serveur, il contacte le Cloudflare, il fait oh là là. Non mais il faut donner ce site là parce qu'il fait des trucs très 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 illégaux. Et donc du coup en fait en voyant ça l'équipe YGG dit mais en fait il continue de nous attaquer. C'est incroyable. Pourquoi il aurait fait ça, Gros Loom ? C'est bizarre de s'acharner sur YGG comme ça. L'appât du gain ? Et bien d'après eux en fait c'est parce que en décembre dernier, au moment justement où il y avait des petites bisbilles dans la communauté, en fait, Gros Loom, potentiellement, il cherchait à récupérer le contenu de YGG et à contourner les règles du site. Donc, c'est-à-dire à botter le site pour récupérer tout le contenu de façon beaucoup plus simple. Et ça, évidemment, pour n'importe quel site, tu as des systèmes anti-bots et tu veux pas que ça arrive. Tu veux contrôler ton trafic, tu veux pas que quelqu'un puisse tout récupérer et dump tout le contenu. Sauf qu'en fait, le projet de Gros Loom, il marche plutôt bien. Et donc, du coup, ils vont devoir intervenir. Ils vont intervenir auprès d'un Discord, le Discord de ce projet. Et puis, ils vont évidemment corriger les failles pour que ce projet ne fonctionne plus. Et donc, du coup, ils se disent qu'en fait, Gros Loom, à ce moment-là, il est frustré. Il est frustré parce qu'il peut pas récupérer ce qu'il veut. Et donc, en fait, c'est potentiellement pour ça que Gros Loom, il va chercher un nouveau moyen de pouvoir récupérer le contenu qu'il veut. Et c'est pour ça qu'il va faire toute cette démarche du hash, du favicon et tout ce qui s'ensuit. En fait, il voulait pas du tout hacker a priori et les embêter. Il voulait juste trouver un moyen de regarder ses films tranquillou sans être soumis aux règles de YGG. Et en fait, il a trouvé une faille béante sur le site. Ça, en tout cas, c'est ce que déclarent les admins de YGG. Ce qui est marrant, c'est qu'ils vont aussi dévoiler l'identité, alors le pseudonymat de la personne qui a derrière Gros Loom. Ça serait UUDev. Sur GitHub. Et donc, c'est une annonce qui sonne quand même vachement vraie parce que sur ce GitHub, il y a 2 projets, notamment le projet Ciao YGG, sur lequel, en fait, il y a, juste avant le leak, il y a l'adresse du serveur de pré-prod et la clé. Et ça, c'est juste avant le leak. Et donc, on se dit, en fait, c'est un peu la seule personne potentiellement qui avait connaissance de ce truc-là. Et donc, a priori, c'est bien cette personne. Et ce qui est marrant, c'est que sur ce GitHub, il y a le site de cette personne. Et donc, en fait, ça serait un étudiant français de 23 ans qui fait du reverse. Il a un site vitrine comme n'importe quelle autre personne. Bonne pub. Alors, qu'est-ce qu'a répondu Gros Loom à ce moment-là ? Parce qu'évidemment, il a donné une interview à un site de Warez. Non, mais tout est fou. Ah oui, c'est-à-dire qu'il y a des relations presse. Il y a des relations presse au sein de la communauté Warez. Donc, il y a une interview de Gros Loom. Et donc, il dit que le mail est un montage. Donc, il est faux, qu'il n'a pas fait de chantage à 100 000 euros, à 100 000 $. Que le serveur C2, je cite, il se peut que je ne sois pas totalement innocent. Et sur son identité, il dit pour la suite, la jeune femme que tu accuses d'être Gros Loom, donc parce qu'il accuse d'être une jeune femme, est ravie de l'attention que tu lui portes. Donc voilà, il est très content de la pub. A priori, en tout cas, c'est comme ça qu'il le dit. Et ça clôt jusqu'ici un petit peu les histoires qu'il y a derrière YGG et Gros Loom. Le site ne reviendra pas, c'est acté. Il y a évidemment des sites qui prennent la suite et qui ont récupéré la base de données ce que j'ai vu après un peu sur Reddit, c'est évidemment tous les gens en panique parce qu'ils peuvent plus télécharger leurs films. Et donc je suis très curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé depuis. En gros, est-ce qu'il y a des nouvelles plateformes ? J'ai vu plein de débats aussi sur comment éviter que ça se reproduise. Et ça, je trouve ça intéressant. Alors, les nouvelles plateformes, ce qui est marrant, c'est que Gros Loom, dans son premier leak, à la fin, il mentionne plusieurs sites en mode vous pouvez vous rabattre sur cela. Il mentionne notamment Lacal, Tor9, Tor9 et Gemini aussi, pas le Gemini Google, mais un site. Donc voilà, il y en a plusieurs donc exactement sur le même format de YGG, des plateformes centralisées. Il mentionne pas C411, qui est un des plus mentionnés, parce qu'à ce moment-là, il avait un doute sur est-ce que c'est pas les gens de YGG qui sont derrière C411. Donc il voulait pas, et en fait, il a dit dans son interview après, il a dit non, mais a priori, c'est bon, c'est safe, vous pouvez utiliser c'est safe, C411. parce que on ne sait pas que ça ne l'est pas, mais on ne sait pas que ça ne l'est pas. Et il y a un nouveau modèle qui arrive, c'est un peu un modèle décentralisé. Donc c'est le collectif U2Peer qui a essayé de lancer ça. Et donc c'est un peu intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 2 admins qui vont tout contrôler, c'est vraiment
Pour le coup, même Plein de là, gens. l'infrastructure est décentralisée. Mais du coup, C'est ce n'est aussi pas rose compliqué, hein. parce que c'est aussi Ouais. compliqué d'un point de vue modération, c'est Tout à plus fait. compliqué. D'un point de vue gérer l'infiltration par les autorités, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, donc c'est des systèmes. J'ai pas dit le truc, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a apparu avec la fin de YGG. Avant de vous quitter, j'ai un petit message pour tous ceux qui aimeraient simplifier la production de vidéos dans leur entreprise. Vous allez forcément être intéressés par nos studios autonomes. Ce sont des studios professionnels complètement automatisés qui peuvent être installés dans votre entreprise. C'est exactement ce qui fait marcher le studio d'Underscore. Même quelqu'un qui n'y connaît rien en informatique ou en audiovisuel peut, sans devoir appeler un technicien, se rendre dans la salle qui a été équipée, allumer le studio en un clic et repartir avec son émission montée. L'interface de contrôle est ultra simple, les changements de plan se font en temps réel et le studio regorge de fonctionnalités intelligentes. Si vous voulez en savoir plus, on a fait une vidéo complète qui présente toutes les fonctionnalités. Je vous mets ça en description et je vous dis à très bientôt.